Le silence dans les montagnes est parfois plus effrayant que la canonnade. Surtout quand on sait qu'un prédateur se cache dans le brouillard. Un prédateur qui voit à travers vous, alors que vous ne le voyez pas. Octobre 1944. Un faux pas sur la corniche et c'est l'abîme. Une erreur et c'est la mort instantanée par un tir de riposte. Nous allons analyser un cas que les officiers d'état-major ont d'abord pris pour une invention ou une hallucination. L'équipage d'un automoteur SU-152 a accompli l'impossible. Ils ont arrêté une colonne de tigres royaux sans utiliser d'obus perforants. L'ennemi a été détruit par une méthode qui suscite la stupéfaction, même aujourd'hui. Vous verrez comment une onde de choc peut agir comme une presse hydraulique. Et vous apprendrez pourquoi, après le combat, l'équipage soviétique a contemplé le résultat de son travail non pas avec fierté, mais avec une terreur animale. Préparez-vous, nous allons dévoiler l'anatomie du tir le plus insolite de la Seconde Guerre mondiale, où la principale force létale ne fut pas la poudre, mais la géométrie. Octobre 1944, les Carpates. Ici, l'air ne sent ni le pain ni la fraîcheur. Il empeste le basalte mouillé, le liquide de transmission brûlé et les corps mal lavés, enfermés dans une boîte en acier. Nous nous tenons sur un étroit lacet de montagne, coincés entre une paroi verticale et un précipice dont on ne voit pas le fond à cause d'un brouillard épais comme du lait caillé. Altitude, 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, les moteurs étouffent par manque d'oxygène, et les hommes deviennent sourds à force de silence. Un silence qui pèse sur les tympans plus lourdement qu'un barrage d'artillerie. Ce n'est pas une position de combat, c'est une impasse géologique. Un piège dont il n'existe que deux issues, soit en arrière, vers la cour martiale pour désobéissance aux ordres, soit en avant, dans un hachoir d'acier. Le commandant de l'automoteur, le lieutenant-chef de la garde Volkov, ne regarde pas la carte. En montagne, les cartes mentent. Il observe la roche qui surplombe la route, comme on examine la structure porteuse d'une mine en perdition. Dans ses yeux, il n'y a pas de peur, seulement l'éclat froid d'une règle à calcul. Volkov est un ancien ingénieur des mines. Pour lui, la guerre n'est pas une épopée, mais de la résistance des matériaux. Notre machine est un SU-152. Dans les documents du régiment, elle est classée comme chasseur de chars. Les soldats l'appellent le tueur de fauves. Mais ici, sur cette maudite corniche, ce ne sont que 45 tonnes et demie de fonte et d'acier qui tiennent à peine sur des pierres verglacées. Les renseignements sont tombés, secs et effrayants. Une colonne de blindés lourds se dirige vers le col. Pas des panthères, ni de vieux 4. Ce sont des tigres royaux. Tigre 2. 68 tonnes de génie technique allemand. Blindage frontal de 150 mm incliné à 50 degrés. Tourelle de 180 mm. Ce n'est pas un char. C'est un fort mobile, invulnérable à notre artillerie standard. Volkov connaît par cœur les caractéristiques tactiques et techniques de l'ennemi. Il connaît la physique de la pénétration. Et cette physique joue maintenant contre nous. À l'intérieur de l'habitacle de l'automoteur, la température monte à 30 degrés, malgré le froid automnal du dehors. La ventilation ne parvient pas à dissiper l'odeur de poudre brûlée et de sueur. L'équipage, ce sont 5 hommes pressés en un seul organisme, fonctionnant à la limite des capacités biologiques. Ici, pas d'espace vital. Le mécanicien conducteur est assis en bas, dans la pénombre, sentant chaque vibration du diesel 12 cylindres dans sa colonne vertébrale. Le chargeur, un gars avec des bras épais comme des pistons, se prépare à manipuler les obus. Le poids d'un obus explosif 530 OF 551 est de 48,8 kg.
Essayez de soulever un sac de ciment au-dessus de votre tête dans un placard étroit, secoué par les nids de poules. Répétez l'opération 10 fois. Voilà le travail du chargeur. Il n'a pas de pensée pour la patrie ou la victoire. Il n'a que son dos brisé et ses callosités qui éclatent, tachant de sang les douilles en laiton. Volkov essuie l'optique du panorama avec un chiffon. Le chiffon est noir d'huile. La situation est purement mathématique et l'équation ne se résout pas. Notre arme est un obusier canon ML20 de 152 mm. C'est une masse terrible et grossière. Mais pour percer le front d'un tigre royal avec un obus perforant, nous devons nous approcher à une distance de tir de pistolet. 500, peut-être 600 mètres. Et même là, le succès n'est pas garanti. L'acier allemand Krupp est visqueux. Les obus ricochent souvent, s'envolant vers le ciel comme des morceaux de métal inutiles. Et l'Allemand, lui, a un canon long calibre 88 mm. La vitesse initiale de son obus est de 1000 mètres par seconde. Elle transperce notre blindage frontal de 75 mm depuis 1,5 km comme un couteau chauffé à blanc traverse du beurre. Pour eux, nous sommes une cible de stand de tir. Une cible énorme, maladroite et aveugle. Il reste 2 perforants, dit le chargeur d'une voix sourde, comme sorti d'un tonneau. Les autres sont des explosifs. Volkov hoche la tête. Il ne se retourne pas. Il connaît les munitions au gramme près. 20 coups. 20 chances de retarder la mort. Si nous sortons en tir direct et essayons de jouer selon les règles du duel de chars, nous vivrons exactement le temps de vol de l'obus sous-calibré allemand. 1 seconde et demie, 2 maximum. L'héroïsme ne servira à rien ici. Le sacrifice est inutile. Contre 68 tonnes de blindage allemand, il faut non pas du courage, mais une autre grandeur physique. L'énergie cinétique, l'onde de choc, l'impulsion. Nous sommes en embuscade après un virage de la falaise. La route devant nous est droite comme une flèche sur 800 mètres. Distance idéale pour l'Allemand, mortelle pour nous. Volkov sort par la trappe du commandant. Il ne prend pas de mitraillette. Il prend un goniomètre. Il saute sur le sol rocailleux, dur comme du béton. Ses bottes glissent sur le givre. Il marche vers le bord de la route, là où l'asphalte cède la place au précipice rocheux. Le mécanicien regarde par le périscope et tourne son doigt sur sa tempe. Le commandant mesure sa tombe, râle le tireur sans quitter le viseur des yeux. Il calcule l'angle, répond le mécanicien. Il calcule toujours. Volkov rampe sur les pierres. Il touche de ses mains le basalte froid et rugueux. Il vérifie la densité de la roche. Ce n'est pas de la terre, c'est un monolithe. Si on tape dessus avec une masse, le bras se dessèche sous le choc du recul. Ici, l'explosion ne partira pas dans un seul mot et ne sera pas amortie par la terre meuble. L'énergie de l'explosion, piégée entre la pierre et le métal, cherchera une sortie. Volkov marmonne quelque chose dans sa barbe. Des formules, des vecteurs de force. Il ne voit pas le champ de bataille comme un paysage, mais comme un plan. Voici le vecteur de mouvement du char allemand. Voici le vecteur de vol de notre but. S'ils se croisent sur la plaque frontale, ricochet, 0 dégâts. Nous sommes morts. Donc, le point d'intersection doit être déplacé. Il retourne à la machine, dégageant un froid et un calme étrange, effrayant. « Viseur plus bas !» ordonne Volkov. Sa voix est égale, comme le grincement du métal. « Plus bas où, camarade lieutenant-chef de la garde ?» Le tireur ne comprend pas. Il y a la route, l'asphalte. J'ai dit plus bas. Secteur de tir, la chaussée. Repère, la fissure dans la roche, distance 400. Angle de site, -2. Le silence tombe dans l'habitacle. Tirer dans le sol devant un char, c'est une violation de tous les règlements.
C'est un raté garanti. C'est de la folie. On nous a appris à viser la silhouette, sous la tourelle, dans la chenille. Mais viser l'asphalte? C'est du basalte, dit Volkov, comme s'il répondait à une question inexprimée. Densité de 2800 kg par mètre cube. Coefficient de réflexion de l'onde de choc presque idéal. Personne ne comprend rien, mais personne ne discute. Dans cette boîte de fer, la parole du commandant est une loi de la physique. Nous attendons. Le temps s'étire comme du caoutchouc visqueux. L'aiguille des secondes sur la montre se fige. On n'entend que le refroidissement de la culasse du canon, émettant de petits cliquetis métalliques. Et quelque part au loin, derrière le virage du lacet, l'air commence à trembler. D'abord, c'est un infrason. On le sent non pas avec les oreilles, mais avec l'estomac. Une vibration basse et lourde qui fait cliqueter les clés plates fixées aux parois. Puis le son apparaît. Le rugissement des moteurs Maybach. Le cliquetis des larges chenilles broyant les pierres. Ils arrivent. Lentement, avec assurance, en maîtres. Ils savent qu'ici, dans les montagnes, ils n'ont pas d'ego. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Les tigres royaux. Monstres invulnérables, bardés d'acier croupe. Ils ne savent pas encore que sur leur chemin se tient non pas un simple automoteur, mais un ingénieur qui a décidé de transformer les montagnes en armes. L'obus est déjà dans la culasse. La culasse est fermée, avec un bruit semblable à celui d'un couvercle de cercueil qui tombe. Volkov regarde l'aiguille des secondes. L'attente ne sera plus longue. La physique est sur le point d'entrer en scène. Le commandant n'écrit pas de lettre d'adieu. Dans la poche de sa vareuse, il n'y a pas la photo d'une femme aimée ou une pile d'enveloppes triangulaires. Il y a une règle à calcul et un carnet de calcul dont les pages sont imprégnées de gazole. Pendant que les autres équipages prient ou fument, brûlant leurs poumons avec du tabac amer, le lieutenant-chef de la garde Volkov fait ce qui, au front, est considéré comme de la folie. Il étudie les pierres. 5 minutes avant l'apparition de l'ennemi, il sort de l'habitacle non pas pour respirer l'air frais, mais pour ramper sur le plateau rocheux devant notre position avec un goniomètre, tel un géomètre sur un chantier de pont, et non un kamikaze en embuscade. Le terrain ici n'est pas simplement un paysage, c'est une construction géométrique complexe. La route est taillée dans la roche, dure comme un outil en diamant. À gauche, un mur vertical s'élevant sur des centaines de mètres. À droite, le précipice. Sous les chenilles, du basalte. Une roche volcanique à haute densité. Volkov le sait. Si on frappe cette pierre avec une masse, le recul vous sèche le bras jusqu'à l'épaule. La pierre n'amortit pas. Elle renvoie le coup. C'est la variable clé de l'équation que le commandant résout en ce moment même, rampant à genoux sur le granit froid. Il cherche le point idéal. Le point où l'angle d'incidence sera égal à l'angle de destruction. Le mécanicien conducteur, observant le commandant par la trappe ouverte, tripote nerveusement les leviers de commande. Son visage, barbouillé de suie, exprime un mélange de peur et d'incompréhension. Il pousse le tireur du coude. « Le commandant mesure sa tombe ?» demande-t-il en hochant la tête vers Volkov qui rampe. « Ou il cherche un endroit plus mou pour tomber ?» Le tireur crache sur le seuil du compartiment de combat. Il calcule les angles. Pour lui, la guerre est en degrés et en mètres, pas en « hurrah » et « pour la patrie ». Volkov ne les entend pas. Dans sa tête résonnent non pas des mots, mais des chiffres. Densité du basalte, 2800 kg par mètre cube. Vitesse de détonation du TNT, 6900 mètres par seconde. Si l'obus frappe le blindage frontal du Tigre, l'énergie sera dissipée dans la déformation du métal
et, très probablement, perdu dans un ricochet. L'acier allemand est allié, visqueux, il absorbe le choc. Mais si on force l'obus à agir comme une charge dirigée, en utilisant l'environnement extérieur comme réflecteur, le commandant se relève. Il époussette la boue de sa culotte de cheval, mais ses mouvements sont sans hâte. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Une petite saillie rocheuse, un tremplin naturel situé exactement au milieu de la chaussée. Distance, 380 mètres. C'est la ligne de mort. On ne peut pas les laisser approcher plus près. Ils nous brûleront. Tirer de plus loin est inutile. La dispersion des obus de notre canon obusier ML-20 à cette distance transforme le tir en loterie. Volkov retourne dans la machine. Il descend dans l'habitacle et la lourde trappe se referme, nous coupant du monde des vivants. Nous sommes de nouveau à l'intérieur de l'estomac d'acier, où ça sent le fer et l'attente. Écoutez l'ordre. La voix de Volkov sonne sèchement, comme le craquement du bois sec. Laissez tomber les perforants. Chargez un explosif. Fusée réglée sur action explosive. Ne pas retirer le capuchon. Le chargeur se fige avec la lourde masse entre les mains. Camarade commandant, de l'explosif sur des chars, c'est comme jeter des poids contre un mur. Ça ne percera pas le blindage, ça rayera juste la peinture. Exécution, aboie Volkov. Ta tâche est de fourrer 48 kilos de morts dans le canon. Ma tâche est de les livrer à l'adresse indiquée. La culasse du canon claque en avalant l'obus. Ensuite, vole la douille avec la charge propulsive. La culasse se ferme. Volkov se colle au panorama. Maintenant, commence le plus difficile. Il doit forcer le tireur à faire ce qu'on n'apprend pas à l'instruction. Hausse 04. Dérive 30-00. Vise la route. Le tireur tourne les volants et le canon de l'énorme pièce s'abaisse lentement. Le réticule du viseur glisse de la silhouette imaginaire du char ennemi et bute sur l'asphalte gris et sans vie. Commandant, je vois des pierres. Il n'y a pas de cible. On va tirer dans la terre? Nous allons tirer dans la physique, tranche Volkov. Tu vois la saillie sur la route? La bande noire en travers de l'asphalte? 3 mètres avant le virage? Je la vois. C'est ta cible. Pas le char, pas la chenille. L'asphalte devant lui. L'équipage se tait. Dans ce silence, on entend le bourdonnement du convertisseur de la radio. Chacun comprend. Le commandant propose de jouer à la roulette russe avec un pistolet dont le barillet contient 5 balles. Tirer sous les pieds d'un tigre qui avance, c'est renoncer volontairement à la chance de toucher les zones vulnérables. Mais Volkov voit ce qu'il ne voit pas. Il voit le schéma de distribution de l'onde de choc. Quand un obus de 152 mm frappe un obstacle dur, une réaction instantanée se produit. Si l'obstacle est mou, terre, sable, argile, l'obus s'y enfonce et l'explosion est sourde, formant un cratère. L'énergie part dans le creusement de la terre. Mais ici, c'est du basalte. La pierre ne laissera pas entrer l'obus. Elle agira comme une enclume. L'explosion se produira en surface. Les gaz, se dilatant à une vitesse monstrueuse, frapperont dans toutes les directions. Mais en bas, il y a la pierre indestructible. Donc, le vecteur de force suivra le chemin de la moindre résistance. Vers le haut. Strictement vers le haut. Et que se trouvera-t-il au-dessus de l'épicentre de l'explosion à ce moment-là? Le ventre du char allemand, Tigre royal. Volkov démonte mentalement la machine allemande. Plaque frontale supérieure, 150 mm. Tourelle, 180. Flanc, 80. Et le ventre, seulement 25 mm d'acier blindé. 2 cm et demi. C'est l'endroit le plus fin, le plus mal protégé de n'importe quel char. Son talon d'Achille,
que les concepteurs cachent près du sol, espérant que personne ne l'atteindra. Mais Volkov a l'intention de l'atteindre. Il a l'intention de frapper non pas de face, là où le blindage est le plus épais, mais de porter un uppercut par en dessous, en utilisant l'énergie de son propre obus, multipliée par la dureté des montagnes des Carpates. Ce n'était pas un tir. C'était une solution d'ingénierie pour le démontage d'une structure pesant 68 tonnes. L'essentiel, c'est le timing, marmonne Volkov sans quitter le viseur. L'anticipation sur la vitesse de rapprochement. Nous devons placer l'obus, non pas sous la chenille, mais exactement sous le centre de gravité. Si l'obus explose sous la chenille, le char sera simplement déchaussé. L'équipage survivra, la tourelle tournera, et la réponse de 88 mm nous transformera en ferraille brûlante. Nous avons besoin d'une destruction totale. Nous avons besoin d'un choc hydrodynamique d'une telle force que les soudures de la coque allemande éclatent sous la surtension. « Ils arrivent !» chuchote le mécanicien. Le sol sous les chenilles de l'automoteur commence à trembler finement. Ce n'est pas une métaphore. La vibration se transmet par les galets à la coque. Les lourdes machines allemandes montent la pente, leurs moteurs rugissent en bas régime, crachant une fumée noire. Ils se sentent maîtres de la situation. Ils ont confiance en leur blindage. Ils ne savent pas que sur la route, ce n'est pas une embuscade qui les attend, mais un problème de résistance des matériaux dont la solution leur sera fatale. Volkov pose la main sur l'épaule du tireur. Ses doigts serrent fort, jusqu'à la douleur. Les nerfs en acier. Attendre mon ordre. Je dirai quand appuyer sur la détente. Pas avant, pas après. Une seconde de retard, et nous sommes morts. Il commence à faire chaud dans l'habitacle. Mais ce n'est pas la chaleur du moteur. C'est la chaleur de l'adrénaline qui bout dans le sang quand on comprend que sa vie dépend de la précision d'une construction géométrique. Le matin n'a pas commencé par le lever du soleil, mais par la disparition du monde. Les montagnes ont expiré une vapeur froide et humide, et vers 6 heures du matin, le lacet s'est noyé dans un brouillard épais comme du lait caillé. La visibilité est tombée à zéro. Ce n'était pas juste du mauvais temps, c'était une cécité opérationnelle. Pour des tankistes, un tel brouillard est un linceul. L'optique devient un verre inutile, la vision périphérique disparaît, et le sens de la distance commence à mentir. Dans de telles conditions, la guerre cesse d'être visuelle et devient auditive. Nous étions assis dans le ventre d'acier du Su-152, hermétiquement clos, et nous écoutions. L'air dans l'habitacle était lourd, saturé de l'odeur d'huile d'armes et de sueur froide. D'abord est venu le son. C'était un grondement bas et rythmé qui vibrait à travers le fond de la coque jusque dans les semelles des bottes. Pas le rugissement d'un avion, ni le sifflement d'un mortier. C'était une respiration lourde, mécanique. Un moteur 12 cylindres Maybach, 700 chevaux, luttait contre la gravité, poussant vers le haut de la pente près de 70 tonnes d'acier allié. On entendait le cliquetis caractéristique, incomparable, des larges chenilles. Chaque patin pesant un pouls mordait dans le basalte mouillé, réduisant la pierre en poussière. L'acoustique en montagne est perfide. L'écho rebondit sur les parois rocheuses, créant des mirages sonores. Mais ce grondement était trop dense, trop matériel. Il remplissait toute la gorge, chassant l'oxygène. Volkov restait immobile, le front pressé contre l'appui-tête du panorama. L'oculaire s'embua sous son souffle, et il l'essuyait méthodiquement avec un chiffon grossier. Il ne voyait pas encore l'ennemi, mais il le calculait déjà. Il résolvait l'équation du temps et de la vitesse de tête en se basant uniquement sur le volume croissant du moteur et le grincement du métal. Distance, la voix du tireur trembla, partant dans les aigus. Dans la pénombre de l'habitacle, on voyait la sueur briller sur ses tempes.
Attendre, prononça doucement Volkov, du bout des lèvres. Ne pas bouger. Le brouillard tourbillonnait dehors, créant des formes bizarres et trompeuses. Le vent déchirait le voile blanc par lambeaux, révélant, puis cachant de nouveau, des morceaux de route mouillés. Et soudain, dans l'une de ces déchirures, un spectre se matérialisa du vide blanc. Le tigre royal, 2 têtes. Il émergeait du lait lentement, avec une solennité effrayante, tel un cuirassé entrant au port. D'abord apparut le frein de bouche, un massif renflement au bout du long canon de calibre 88 mm. Ce canon nous regardait droit dans les yeux, comme l'œil unique d'un cyclope. Ensuite, se dessina la plaque de blindage frontale inclinée. Puis la tourelle, une construction géométriquement parfaite, créée par les ingénieurs allemands pour faire ricocher n'importe quel obus. Le char était énorme. Il occupait toute la largeur de la route, raclant la paroi rocheuse de son aile droite. « Distance 400 !» hurla le tireur, oubliant son laryngophone. Ses mains tremblaient sur les volants de visée horizontale. « Cible de face! Camarade lieutenant-chef de la garde! On ne l'aura pas! Angle d'inclinaison 50 degrés! C'est un ricochet! Ricochet à 100%! » Le tireur connaissait la théorie. Du point de vue de la balistique classique, tirer de face sur un Tigre 2 à cette distance était une absurdité technique. L'épaisseur effective du blindage, compte tenu des angles rationnels d'inclinaison, dépassait les 200 mm. Notre obus perforant à tête plate aurait simplement glissé sur ce plan incliné en faisant jaillir une gerbe d'étincelles et serait parti dans le ciel, ne laissant sur l'acier sémenté qu'une vilaine éraflure. Et en réponse, serait arrivé un obus sous-calibré allemand avec une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde qui nous aurait transpercés de part en part. « Arrêtez la panique !» La voix de Volkov claqua sèchement et durement, comme le bruit d'une culasse. « Qui t'a dit de tirer dans le blindage ? Vérifiez le réglage de la fusée. Action explosive. Cible, la chaussée. » Le char allemand s'arrêta. Peut-être son commandant avait-il remarqué quelque chose d'anormal dans l'amas de pierres de vent où se cachait notre automoteur. Ou bien l'instinct du prédateur, qui sent la présence d'une autre bête, avait fonctionné. L'énorme tourelle commença à tourner lentement. La commande électrique bourdonnait à peine. Le long canon fouillait de gauche à droite, scannant le brouillard, essayant de le percer avec son optique. Il passa littéralement à 1 mètre au-dessus de notre position camouflée. Si leur tireur, armé du célèbre viseur Zeiss, nous repérait maintenant, nous nous transformerions en fosse commune avec explosion des munitions avant même d'avoir pu appuyer sur la détente. Un silence tintant tomba dans l'habitacle de la machine. Le chargeur entoura la culasse du canon de ses 2 bras, comme s'il cherchait auprès du métal froid une protection contre l'inévitable. Le mécanicien s'enfonça dans son siège, n'osant bouger le pied sur la pédale d'embrayage. Nous étions une cible statique face à l'arme absolue de la Wehrmacht. Mais la physique de la peur jouait contre l'équipage. Le pouls s'emballait, rétrécissant le champ de vision à un tunnel étroit et pulsatile. Chaque seconde d'attente semblait 1 heure vécue sous la menace d'un pistolet. Le Tigre rugit de nouveau. Un nuage d'échappement noir et gras se mélangea au brouillard virginalement blanc. Il fit un bond en avant. Les chenilles patinèrent sur les pierres mouillées, faisant jaillir des étincelles, puis s'accrochèrent à la roche avec leurs crampons. 68 tonnes de masse mortelle reprirent leur mouvement inexorable vers notre carré calculé. « 380 » chuchota le tireur, avalant avec peine sa salive visqueuse. « Attendre » répéta Volkov. Son ton était égal, dénué d'émotion, comme celui d'un chirurgien avant l'incision. 350. Le monstre remplissait tout le viseur. On pouvait déjà distinguer la texture de la zimmerite,
Cet enduit antimagnétique nervuré, semblable à de la pâte à gaufres durcie, plaquée sur le blindage. On pouvait voir les soudures grossières. Ce n'était pas juste une machine, mais un bunker mobile, invulnérable et impitoyable. « Maintenant !» prononça Volkov. Ce n'était pas un cri, mais l'affirmation d'un fait. Le tireur ferma l'œil gauche. Il se força à abaisser le réticule du viseur depuis la coque du char, qui lui semblait vulnérable, vers le bas, vers la surface grise, mouillée et banale de la route. Là où gisait la mort. Là où la physique devait vaincre la métallurgie. Tout l'être du tireur protestait. Les instincts, martelés par des années d'entraînement sur les polygones, hurlaient « Tire sur la cible, tire dans la silhouette ». Mais l'ordre du commandant et la discipline de fer se révélèrent plus forts que l'instinct de conservation. Le réticule se figea sur l'asphalte, exactement à 3 mètres devant les chenilles cliquetantes de la machine qui avançait. Le doigt rattrapa doucement le jeu de la gâchette. Une inspiration, un battement de cœur, le tir. Cible, asphalte, 3 mètres devant la chenille, feu! L'ordre de Volkov ne sonna pas comme un commandement, mais comme un tir à bout portant. Dans l'espace étroit du compartiment de combat, où l'air était déjà épais de tension, ces mots devaient déclencher une réaction mécanique. Mais le mécanisme s'enraya. Le facteur humain, la pièce la moins fiable de toute machine, intervint dans l'équation. Le tireur n'appuya pas sur la détente. Son doigt, posé sur la gâchette électrique, se pétrifia. Ce n'était ni de la rébellion, ni de la lâcheté. C'était un blocage professionnel profond, ancré dans le subconscient. Des années de dressage dans les régiments d'instruction, des milliers d'heures sur les polygones, des centaines de pages du manuel de combat d'artillerie, tout cela criait maintenant dans sa tête un seul mot. Erreur. Le règlement interdit de tirer dans le sol. C'est un coup court garanti. C'est la perte d'un obus précieux, dont le poids est de près d'un demi-quintal. Et le prix, la vie de tout l'équipage. L'instinct du tireur exigeait de lever le canon, de pointer le réticule au centre de la masse ennemie, à la jonction de la tourelle et de la coque. N'importe où, mais surtout pas dans la pierre vide et sale sous les pieds de l'ennemi. 1 seconde. 2. Au combat, le temps ne coule pas. Il goutte comme du plomb en fusion. Le tigre grandissait dans le viseur. Il ne tenait plus dans l'oculaire. On voyait trembler sur les bosses le long canon de son arme, cherchant sa victime. Si l'Allemand tire le premier, ni le blindage incliné, ni les prières ne nous sauveront. Nous serons simplement écrasés contre la paroi arrière de l'habitacle avec la culasse. « Tu es sourd !» Le rugissement de Volkov couvrit le grondement du moteur allemand. « Je ne peux pas, commandant! C'est un raté !» hurla le tireur en se retournant. Ses yeux étaient blancs de terreur, les pupilles dilatées à l'extrême. « L'obus va faire ricochet! On n'y touchera pas !» Volkov ne perdit pas de temps à convaincre. Au combat, la démocratie s'arrête là où commence l'instinct de conservation. Le commandant arracha le tireur de son siège d'un coup sec à l'épaule, le projetant avec force vers le râtelier à munitions. Celui-ci se cogna le dos contre les étagères, mais ne sentit pas la douleur. L'adrénaline étouffait tout. Volkov s'effondra lui-même à la place du tireur. Ses mains, habituées aux instruments de dessin et aux marteaux de géologue, s'agrippèrent au volant de visée. Ses paumes étaient moites, mais sa prise, de fer. Dans l'oculaire du panorama, le monde s'était rétréci à une tache grise d'asphalte et une ombre d'acier rampant dessus. Volkov ne voyait pas un char. Il voyait un diagramme vectoriel. Masse, 68 tonnes. Vitesse, 12 km par heure. Angle d'incidence de l'obus, 7 degrés. Angle de rencontre avec le sol, critique. Il tournait frénétiquement le volant de visée verticale,
abaissant encore le canon, plus bas, enfonçant la marque de visée dans la pierre. Il ne devait pas toucher simplement devant le char. Il devait toucher un point précis où la dalle de basalte présentait une petite élévation, presque imperceptible. C'était son tremplin calculé. Le Tigre royal était déjà à 300 mètres. Le chargeur, tapi dans un coin, ferma les yeux et ouvrit la bouche pour équilibrer la pression lors du tir. Le mécanicien s'agrippa au levier si fort que ses jointures blanchirent. Tous comprenaient. Maintenant, le commandant allait effectuer un tir qui contredisait toute la logique de la guerre. Un tir dans le néant. Volkov n'hésita pas. Sa conscience s'était vidée de la peur. Il ne restait que la physique. L'équation était résolue, il ne restait plus qu'à mettre le point final. Et ce point était un obus explosif de 48 kilos. « Prends ça, la physique, salaud !» souffla-t-il en écrasant le bouton de mise à feu. L'impact. Le Su-152 n'est pas un char, c'est un obusier sur chenille. Au moment du tir, 45 tonnes de fer sont rejetées en arrière comme un jouet. La culasse recule à une vitesse monstrueuse, effleurant à peine la paroi arrière de l'habitacle. Le son du tir n'est pas audible à l'intérieur de la machine. Il est ressenti comme un coup de marteau sur la tête. Les tympans se bloquent instantanément. Le monde devient sourd. De la culasse s'échappe un nuage de fumée de poudre âcre, remplissant les poumons d'amertume. La poussière, qui reposait depuis des siècles dans les fentes du plancher, s'envole, réduisant instantanément la visibilité intérieure à zéro. L'obus quitta le canal du canon à une vitesse de 600 mètres par seconde. C'était une masse d'acier à tête plate, remplie de 6 kilos de TNT. Mais à cet instant, ce n'était pas une simple munition. C'était un marteau cinétique. Il parcourut les 300 mètres nous séparant en une fraction de seconde. Le temps se condensa en un point lumineux unique. L'équipage ne vit pas le vol. Ils sentirent seulement l'onde de choc secouer la coque de l'automoteur et entendirent le bourdonnement dans leurs oreilles. Mais Volkov, sans quitter le viseur, vit tout. L'obus ne frappa pas le char. Il frappa la roche exactement là où l'ingénieur l'avait calculé. À 3 mètres devant la chenille gauche du Tigre, de tête. Selon toutes les lois de l'artillerie conventionnelle, c'était un raté. L'obus aurait dû creuser un cratère, arroser le char d'éclats et de terre, rayer la peinture et, peut-être, casser une chenille. Mais ici, c'étaient les montagnes. Et ici, c'était du basalte. L'obus ne pénétra pas dans la terre. Il heurta une dalle monolithique dont la dureté était comparable au béton d'un bunker. L'énergie cinétique de l'impact, en dizaines de millions de joules, ne put briser la montagne. Alors la loi de conservation de l'énergie entra en jeu. L'obus fit ricochet. Il ne partit pas vers le ciel. L'angle de rencontre était trop faible. Déformé, chauffé à blanc par le choc, avec la fusée armée, l'obus rebondit sur la pierre selon un angle ascendant. Comme un galet plat lancé sur l'eau, mais pesant 50 kilos et allant à la vitesse du son. À ce moment, le Tigre royal continuait d'avancer par inertie. Son large ventre surplomba le point de ricochet. Le ventre, c'est 25 mm d'acier. Une feuille fine protégeant la transmission et l'équipage des mines. Aucune protection contre l'artillerie lourde n'y est prévue. L'obus, transformé en boule de feu, vola dans l'espace entre la route et le ventre du char. La garde au sol du Tigre est de 49 cm. Dans cet étroit couloir, coincé entre le basalte indestructible en bas et l'acier lourd en haut, la fusée se déclencha. 6 kg de TNT détonèrent dans un volume clos. Ce n'était pas une simple explosion. C'était un effet cumulatif dirigé d'une force monstrueuse.
Les gaz n'avaient nulle part où s'étendre. Sur les côtés, les chenilles. En bas, la roche. Il n'y avait qu'une seule voie, vers le haut. La terre trembla sous notre automoteur. Cela ressemblait à un bref tremblement de terre. À travers la poussière et la fumée, Volkov vit le nez du char allemand tressauter de manière anormale. La masse de plusieurs tonnes, symbole de la puissance du Troisième Reich, perdit le contact avec la terre pendant une fraction de seconde. La physique reprit ses droits. L'onde de choc, focalisée par le granit, frappa le ventre avec la force d'une presse hydraulique. À l'intérieur de l'habitacle, personne ne respirait. Tous attendaient. Soit nous allions voir le tigre continuer à ramper vers nous, et alors c'était la fin. Soit le calcul de l'ingénieur s'avérerait plus juste que le blindage de Krupp. « Touchez !» hurla quelqu'un à travers le bourdonnement dans les oreilles. Il semble que ce fut le chargeur qui vit le premier par le périscope ce qui s'était passé sur la route. Mais Volkov se taisait. Il regardait dans l'oculaire, analysant le résultat. Le char ne brûlait pas. La tourelle n'avait pas volé. Extérieurement, il semblait intact. Il s'était simplement arrêté. Figé sur place au milieu de la route, bloquant le chemin au reste de la colonne. Son canon piquait du nez. Le moteur avait calé. C'était une image étrange. Ni feu, ni fumée, ni métal déchiqueté. Juste un silence de mort et une carcasse d'acier figée dans une pose anormale. Mais Volkov savait ce qui s'était passé à l'intérieur. Il savait ce que fait une onde de choc d'une telle force quand elle frappe par en dessous dans un espace clos où se trouvent des hommes. « Chargez !» commanda-t-il d'une voix rauque, essuyant la sueur de son visage d'une main tremblante. « Explosif, vite, avant qu'il ne se réveille !» Mais il ne se réveillerait pas. La physique ne fait pas de prisonniers. L'obus n'a pas percé le blindage. Si nous avions frappé la plaque frontale, l'acier allemand, allié au molybdène et au chrome, aurait tenu. Il aurait simplement aplati notre masse, la transformant en une galette d'acier inoffensive. Mais nous n'avons pas frappé l'acier. Nous avons frappé les fondations sur lesquelles se tenait l'ennemi. L'obus, glissant sur le basalte, a explosé exactement sous le centre géométrique du tigre royal. À ce moment, la physique du solide a pris fin, et la dynamique des gaz à ultra haute pression a commencé. 48 kg de métal et d'explosifs se sont transformés en un amas d'énergie pris en étau. En bas, la roche des Carpates, vieille de millions d'années. En haut, le ventre du char, épais de seulement 25 mm. Ce n'était pas une explosion au sens habituel. C'était un coup de bélier hydraulique par milieu gazeux. L'onde de choc, réfléchie par la pierre avec un coefficient proche de 1, a frappé verticalement vers le haut. Elle cherchait une sortie. Et la sortie fut le ventre de la machine allemande. 68 tonnes. Réfléchissez à ce chiffre. C'est le poids d'une locomotive de chemin de fer. Projeter une telle masse en l'air est impossible par des moyens conventionnels. Mais les lois de la conservation de l'impulsion sont implacables. Pendant une fraction de seconde, la gravité a cessé d'exister. L'énorme carcasse du char s'est détachée du sol. Cela ressemblait à une hallucination, à un bug dans la réalité. La machine de plusieurs tonnes a bondi sur place, comme piquée au vif. Les chenilles, tendues comme des cordes, ont perdu le contact avec la route. Les galets sont restés suspendus en l'air, tournant par inertie. Le coup n'a pas porté dans la chenille, ni dans le flanc, mais en plein plexus solaire de la structure. La feuille d'acier blindée de 25 mm du ventre n'était pas conçue pour un tel vecteur de charge. Elle s'est bombée vers l'intérieur comme une bulle. Les soudures, reliant le fond au flanc, ont éclaté avec un bruit sec et claquant, semblable à un coup de fusil. L'étanchéité de la coque a été rompue.
À l'intérieur du compartiment de combat, où se trouvait l'équipage, l'enfer s'est engouffré. Mais le plus terrible ne se passait pas avec le métal, mais avec les hommes. De l'extérieur, le char semblait presque intact, si l'on ne compte pas les galets déchiquetés et les barres de torsion de la suspension rompues. Mais à l'intérieur, il s'est transformé en chambre d'exécution acoustique. L'onde de choc, frappant le fond, a transmis une impulsion colossale au plancher du compartiment de combat, au siège, aux pédales de commande. Le mécanicien conducteur allemand gardait les pieds sur les pédales. Au moment de l'explosion, le fond a joué vers le haut, comme la membrane d'un haut-parleur géant. Ce coup a brisé les os des jambes instantanément, les réduisant en bouillie. Mais il n'a même pas eu le temps de ressentir la douleur. Ensuite est venu le traumatisme barométrique. Une brusque hausse de pression à l'intérieur du volume clos du char. L'air, comprimé par le coup du fond, a frappé les tympans, les poumons, les vaisseaux du cerveau. C'est ce qu'on appelle une contusion sévère. L'équipage du Tigre n'a pas été déchiqueté par des éclats. Ils n'ont été touchés par aucun morceau de métal. C'est la physique qui les a tués. C'est la différence de pression qui les a tués. Ils sont morts sans comprendre ce qui s'était passé. Le chargeur, qui tenait l'obus, l'a laissé tomber au sol. Le commandant, collé à l'optique, a reçu un coup de l'oculaire dans l'orbite d'une telle force que son crâne s'est fendu. Le sang a jailli des oreilles et du nez des 5 hommes simultanément. Perte de conscience instantanée. Coma. Mort. Le char est retombé sur la route avec un fracas qui semblait avoir fendu les montagnes elles-mêmes. La suspension n'a pas résisté à la chute de 68 tonnes d'une hauteur d'une demi-mètre. Les barres de torsion ont cassé comme des macaronis secs. Les galets se sont tordus vers l'extérieur. La chair du caoutchouc a été arrachée des jantes. La chenille gauche a cassé et le lourd ruban a glissé comme un serpent sur les pierres vers le précipice. Le Tigre s'est affaissé sur le ventre. Ce n'était plus un char, c'était un bunker, un cercueil d'acier mort et immobile, barrant la seule route. Dans notre automoteur, ça tintait. Après le tir du canon de 152 mm, une surdité temporaire survient dans l'espace clos de l'habitacle. Nous n'entendions pas nos propres voix, nous lisions sur les lèvres. Mais nous voyions. Le chargeur, blanc comme un linge, était collé à la fente d'observation. Ses yeux étaient ronds, pleins d'une terreur animale, primitive et d'exaltation. Il se tourna vers Volkov et hurla, essayant de couvrir le coton dans ses oreilles. « Tu as vu ? Commandant, tu as vu ? Il a sauté ! Comme un crapaud, il a sauté ! 60 tonnes, et comme une grenouille. Il tremblait. Ses mains s'agitaient. Il ne pouvait pas serrer les poings. Ce n'était pas de la peur, c'était le choc de ce qu'il avait vu. Le cerveau humain refusait de croire qu'un morceau de fer de la taille d'une maison pût voler. Volkov ne souriait pas. Il essuyait de nouveau l'optique. Son visage restait de pierre, comme ce basalte qui venait de nous aider à détruire l'ennemi. Pour lui, ce n'était pas un miracle. C'était la résistance des matériaux en action. Il savait, l'énergie de l'explosion diminue proportionnellement au cube de la distance. Mais si la distance est nulle et le milieu incompressible, l'énergie devient absolue. « Pas un crapaud », prononça-t-il sèchement, bien qu'il entendît à peine sa propre voix. « C'est un vecteur d'addition des forces. Un uppercut pesant 48 kilos d'équivalent TNT. » Il regarda la carcasse fumante de l'ennemi. Aucune fumée ne sortait des trappes du Tigre. Personne ne sortait pour se rendre. Le char restait silencieux. C'était le silence le plus effrayant de la guerre. Le silence à l'intérieur d'une machine
qui était vivante un instant plus tôt. La route est bloquée, constata Volkov. Maintenant, ils sont piégés. Le deuxième tigre, qui y suivait, freina brusquement. Son conducteur avait vu la machine de tête sauter et s'effondrer, perdant sa mobilité. Il avait vu le nuage de poussière jaillir de dessous le ventre. Mais il n'avait pas vu l'éclair de la pénétration. Le blindage du leader était intact. Les tankistes allemands tombèrent en stupeur. Leur logique était en défaut. Qu'est-ce qui avait pu tuer un tigre royal sans la moindre brèche? Une mine? Mais les sapeurs avaient vérifié la route. Une arme super lourde? Mais où était le cratère? Ils ne comprenaient pas que contre eux ne se battaient pas seulement des hommes. Contre eux se battaient les montagnes, la géométrie et un ingénieur qui savait calculer les angles de réflexion. « Chargez !» L'ordre de Volkov sortit l'équipage de sa torpeur. « Explosif! Dans la falaise au-dessus du deuxième! Plus vite !» Nous ne leur avons pas laissé le temps d'analyser. La guerre n'est pas un jeu d'échecs où l'on peut réfléchir à son coup pendant des heures. Ici, celui qui calcule le plus vite reste en vie. Le deuxième char commença à reculer, sa tourelle tournant fiévreusement, cherchant l'ennemi invisible. Mais Volkov tournait déjà le volant de visée verticale vers le haut. Maintenant, sa cible n'était plus l'asphalte. Sa cible était la corniche surplombant le lacet. Des centaines de tonnes de roches instables qui ne tenaient que par miracle. La mécanique du combat changea. Nous avons cessé de chasser des bêtes. Nous avons commencé à faire s'effondrer sur elles leur propre habitat. Le premier tigre royal est mort debout. Il n'a pas brûlé. Ses munitions n'ont pas explosé en projetant la tourelle dans le ciel, comme dans un mauvais film. Il s'est simplement transformé d'une unité de combat redoutable en 68 tonnes de ferraille inutiles, bloquant la seule artère de ravitaillement. À l'intérieur de la machine régnait le silence, troublé seulement par le craquement du métal qui refroidissait. L'équipage était mort, tué par une différence de pression incompatible avec la vie. De l'extérieur, cela ressemblait à du mysticisme. Le char est entier, le blindage est vierge, pas une seule brèche, mais la machine est morte. Pour les équipages allemands qui suivaient, c'était plus effrayant que le feu ouvert. La mort incompréhensible est ce qui effraie le plus. La colonne s'immobilisa. Les véhicules arrière commencèrent à s'entasser, rompant les distances. Sur les fréquences radio allemandes, que notre radio écoutait, la panique commença. Personne ne comprenait d'où venait l'obus. On ne voyait pas l'éclair du tir dans le brouillard épais. Pas de traceuse. Ils étaient aveugles. Le commandant du deuxième tigre, suivant le premier, prit la seule décision possible dans cette situation. Dégager le passage par la force. Sa machine rugit, crachant une colonne de fumée noire. Le moteur de 700 chevaux monta en régime. Le deuxième char appuya sa plaque frontale contre l'arrière du premier. Un grincement qui nous fit mal aux dents dans l'habitacle retentit. L'acier frottait contre l'acier. Les étincelles tombaient sur l'asphalte comme de la pluie. Le deuxième tigre essayait de pousser la carcasse morte du leader dans le précipice, de libérer la route. Les chenilles patinaient, arrachant des morceaux de revêtement, mais l'adhérence ne suffisait pas. 136 tonnes de poids cumulés ne bougèrent que d'un demi-mètre. C'était l'agonie de la mécanique. Nous observions cela à travers l'optique, comme des spectateurs dans un théâtre de l'absurde. « Il pousse, l'enfoiré !» râla le tireur. « Il va le pousser, et la voie sera libre. »« Il ne le poussera pas, » répondit calmement Volkov. « Le vecteur de force n'est pas le bon. Il n'a pas d'appui. » Le commandant ne regardait plus les chars. Son regard glissait plus haut. Il regardait la falaise surplombant la route. C'était du grès des Carpates mêlé d'inclusions de basalte. Une roche instable, fissurée, érodée depuis des siècles par les pluies et les vents.
Une énorme visière de pierre, pesant des centaines de tonnes, tenait par miracle et par la force de frottement statique. Volkov ne voyait pas là un paysage, mais une énergie potentielle prête à se transformer en énergie cinétique. « Explosif !» commanda-t-il. « Explosif prêt !» répondit le chargeur. Ses mains tremblaient de tension. Ses muscles étaient saturés d'acide lactique. Remuer des masses de 50 kilos dans un espace étroit et gazé est un travail de forçat. La sueur inondait ses yeux, brûlant les muqueuses. Cible, la saillie rocheuse. Repère, la fissure au-dessus de la deuxième machine. Angle de site, plus 15. Le tireur se figea une seconde. Encore une tâche non standard. Encore pas dans le char. Mais cette fois, il ne discuta pas. Après le premier tir, l'autorité de Volkov était devenue absolue. Si le commandant disait de tirer sur la Lune pour qu'elle tombe sur les Allemands, le tireur tournerait les volants jusqu'en butée vers le haut. Le canon de l'obusier rampa lentement vers le zénith. « Prêt ! Feu !» Le deuxième coup fut plus fort que le premier. L'écho, réfléchi par les parois de la gorge, frappa les oreilles avec une force doublée. L'automoteur tressauta de nouveau sous le recul, remplissant les poumons d'une nouvelle dose de fumée de poudre. Le ventilateur bourdonnait à peine, mais il était peu efficace. L'obus partit dans le brouillard. Cette fois, nous ne vîmes pas le point d'impact, mais nous entendîmes le résultat. D'abord retentit un coup sourd, comme si un marteau frappait dans un oreiller. Et ensuite, les montagnes parlèrent. C'était le bruit d'un tissu qui se déchire, mais amplifié 1000 fois. Le craquement de la roche qui se brise se transforma en grondement. Un énorme morceau de falaise, sapé par l'explosion au point de tension clé, se détacha du massif principal. La gravité, la force la plus puissante de l'univers, entra en jeu. L'avalanche de pierres s'abattit vers le bas. Des blocs pesant autant qu'une voiture de tourisme volaient d'une hauteur de 20 mètres. Le deuxième tigre, à ce moment-là, continuait de patiner, essayant de bouger le premier. Son équipage ne regardait pas en l'air. Les tankistes ont un champ de vision limité. Ils voient le monde à travers les fentes étroites des périscopes, dirigés horizontalement. Ils ne virent pas la mort tomber du ciel. Le choc fut terrible. Le premier rocher frappa le toit de la tourelle. Le blindage du toit d'un tigre n'est que de 40 mm. Il est conçu pour protéger contre les mitrailleuses d'aviation et les petits éclats, mais pas contre les impacts directs de météorites. La pierre défonça l'acier comme une coquille d'œuf. La tourelle fit enfoncer dans la coque. Ensuite, la masse principale de l'éboulis descendit. Des tonnes de pierre et de terre recouvrirent la deuxième machine, l'enterrant vivante. La poussière se leva comme un mur, cachant tout instantanément. Nous n'entendions que le grondement de l'éboulement et le grincement du métal écrasé. Quand la poussière retomba un peu, nous vîmes le résultat du calcul d'ingénierie. Il n'y avait plus de route. À la place du deuxième char, s'élevait un tumulus de gravats et de rochers, d'où ne dépassait que le canon tordu de 88 mm, pointé vers le ciel comme un monument à la présomption humaine. « Fini », constata Volkov. Il n'y avait pas de joie dans sa voix, seulement le constat sec d'un fait. Note: cible détruite par effondrement de structure. Ce n'était plus la guerre, c'était du travail à l'usine. Un travail dur, sale, méthodique. Nous nous étions transformés en chaîne de la mort. Le chargeur, En automate d'alimentation de pièces brutes. Le tireur, en opérateur de presse. Volkov, en ingénieur en chef, qui sait où appliquer l'effort pour détruire le système. Les Allemands étaient sous le choc. Ils étaient habitués au duel, à la tactique, à la manœuvre. Mais ici, il n'y avait pas de manœuvre. On ne les frappait pas avec des obus, on les frappait avec la géographie.
Volkov jouait au billard avec un calibre 152, utilisant les bandes de la gorge. « Le troisième est parti », dit le mécanicien en regardant dans le périscope. Le troisième char de la colonne, voyant le sort des deux premiers, commença à paniquer. Il tenta de faire marche arrière. Mais sur l'étroit lacet encombré de pierres, la marche arrière pour une telle machine est un numéro mortel. Les chenilles raclaient le bord du précipice. Un mauvais coup de levier et 68 tonnes voleraient en bas, faisant des tonneaux jusqu'au fond de la gorge. Volkov s'essuya le visage avec sa manche. Sur la peau noire de suie restèrent des traces claires. « On ne laissera pas partir, » dit-il. « Chargé, explosif. » Dans l'habitacle régnait une odeur lourde, viciée. Nous étouffions. La tête tournait à cause du monoxyde de carbone. Mais on ne pouvait pas s'arrêter. La chaîne devait tourner tant qu'il y avait de la matière première. Et de la matière première, les Allemands en avaient beaucoup. Volkov se colla de nouveau au panorama. Maintenant, il cherchait un nouveau point d'appui pour son levier mortel. Il ne tirait pas sur les chars. Il détruisait l'environnement dans lequel il se trouvait. Il les privait d'espace de manœuvre, d'air, de terre sous les chenilles. C'était un démontage total de la réalité. « Plus à gauche !» commanda-t-il. « Dans l'éboulis sous la route. On va chasser la terre dessous la chenille. » Le génie technique de Volkov fonctionnait sans faille. Il voyait le point faible non pas dans le blindage, mais dans la construction même de la route. Si on frappait avec un explosif sous le mur de soutènement du lacet, la chaussée s'affaisserait, et le char glisserait de lui-même, obéissant aux lois de la physique. Il ne nous restait plus qu'à aider la gravité à faire son travail. Un mécanisme à sa limite d'élasticité. Les hommes aussi. Nous avons atteint cette limite 40 minutes après le début du combat. Dans l'habitacle de l'automoteur SU-152, l'enfer cessa d'être une métaphore pour devenir une grandeur physique, mesurable en degrés Celsius et en milligrammes de monoxyde de carbone par mètre cube d'air. Le frein de recul du canon, frein hydraulique amortissant l'énergie monstrueuse du tir, chauffait au rouge. La peinture sur la culasse boursouflait et pelait par lambeaux, mettant à nu le métal gris, bleui par la surchauffe. Le liquide à l'intérieur des cylindres des dispositifs anti-recul, de l'huile hydraulique, bouillait. Nous entendions ce bouillonnement, même à travers le vacarme. Si les joints ne tenaient pas la pression, un jet d'huile bouillante frapperait le tireur au visage, le faisant cuire vivant. Mais nous continuions de tirer. Le ventilateur, censé extraire les gaz de poudre, s'était étouffé depuis longtemps. Il ne faisait que brasser la gelée chaude et toxique qui flottait dans l'habitacle en un brouillard dense. Il n'y avait plus rien à respirer. La gorge piquait, les poumons brûlaient. Des cercles arc-en-ciel flottaient devant les yeux. Premier signe de l'hypoxie. Le chargeur, un solide gars de la campagne qui, une demi-heure plus tôt, remuait les obus comme des plumes, s'effondra soudain sur le sol. Sans un cri, sans un gémissement. Il s'éteignit simplement, comme une ampoule dont le filament a grillé. Il était assis, le dos appuyé contre le râtelier, la bouche ouverte, le visage couleur cerise, symptôme classique d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. Sa poitrine se soulevait convulsivement, essayant de pomper de l'air qui n'était pas là. « Évacuez-le !» râla Volkov. La voix du commandant ressemblait au grincement d'une lime sur de la rouille. Le mécanicien tenta d'atteindre le chargeur, mais le commandant s'avança déjà lui-même vers la culasse. Maintenant, il était à la fois le cerveau et les muscles de la machine. Volkov, l'intellectuel, l'ingénieur, l'homme des formules, saisit la masse d'acier glissante d'huile et de suie. 48,8 kg, plus la douille, un poids limite pour un arraché. Dans la vie ordinaire,
À la salle de sport, des athlètes travaillent avec ce poids. Ici, dans une boîte de fer brûlante, debout sur un sol glissant, étouffant sous les gaz, c'était au-delà des capacités humaines. Volkov souleva l'obus. Les veines de son cou gonflèrent comme des cordes. Sa colonne vertébrale craqua en encaissant la charge. Il poussa l'obus dans la gueule, l'enfonça avec le refouloir en bois, jeta la douille. La culasse claqua, nous coupant de l'éternité. 3 pièces, souffla-t-il. Il reste 3 coups. Le 3e tigre royal se révéla plus malin que les 2 premiers. Son commandant, un vieux loup, comprit ce qui se passait. Il ne fonça pas en avant, sur le cimetière de ses camarades. Il n'exposa pas son ventre à l'onde de choc. Il changea de tactique. L'Allemand s'arrêta derrière le virage de la falaise, ne sortant que la tourelle, et commença méthodiquement, avec une minutie allemande, à traiter notre position aux obus explosifs. Il n'essayait pas de percer notre blindage. Il nous aveuglait. La première explosion tomba à 2 mètres du flanc gauche. Les éclats, rasoirs chauffés à blanc en acier allié, fouettèrent la coque. Le son fut tel que si l'on nous avait mis dans une cloche géante frappée par une masse. « L'optique !» hurla le tireur, en se cachant le visage dans les mains. Le 2e obus explosa directement sur la plaque blindée de l'habitacle, juste au-dessus du masque du canon. L'onde de choc balaya tout l'équipement extérieur. L'antenne radio se vaporisa. Les périscopes d'observation volèrent en éclats de verre. Le panorama Hertz, notre seul œil, notre viseur, instrument optique complexe, fut sectionné par un éclat comme par un couteau. Des éclats de verre et de métal tombèrent dans l'habitacle. Le tireur hurlait, essuyant le sang de son front entaillé. Nous étions aveugles. L'automoteur s'était transformé en crypte sourde et aveugle. Nous entendions l'Allemand recharger. Nous savions que le prochain obus, il le placerait avec précision, essayant de toucher l'embrasure ou de casser une chenille. « Arrêtez la panique !» Volkov repoussa le tireur des volants inutiles. « La trappe !»« Ouvrez la trappe du commandant !» C'était un suicide. Ouvrir la trappe sous un tir d'éclat, c'est inviter la mort à entrer. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Tirer à l'aveugle, c'était gaspiller les 3 derniers obus en vain. Volkov tira la poignée de verrouillage. Le lourd couvercle de la trappe bascula. L'air froid de la montagne, mêlé à l'odeur de TNT, s'engouffra dans l'habitacle, mais il nous parut doux, comme du nectar. Le commandant se pencha hors de la trappe jusqu'aux épaules. Les éclats sifflaient autour, frappant le blindage avec un crissement désagréable. La pierre s'effritait sous les explosions. Volkov ne se baissait pas. Il regardait le canon de notre pièce d'en haut. Il utilisait la méthode du tir par le canon, le moyen de viser le plus primitif, le moins fiable et le plus ancien, où l'on aligne visuellement l'axe du canal du canon avec la cible, sans aucune optique. « Plus à droite !» criait-il vers le bas, dans la trappe. « Encore plus à droite !»« Tournez avec la coque, mécano !» Le mécanicien conducteur, jouant des embrayages, faisait pivoter tout l'automoteur par à-coups. Le canon glissait sur l'horizon. « Stop ! Plus haut ! Tourne la verticale !» Volkov était maintenant le seul organe voyant de cet organisme d'acier. Il voyait le 3e tigre, à moitié caché par l'éboulis. L'Allemand se sentait en sécurité. Il pensait nous avoir supprimés, que nous étions contusionnés et hors de combat. Il se préparait au tir décisif. Volkov voyait la pupille noire du canon allemand qui le regardait droit dans les yeux. C'était un duel de regards, sauf qu'à la place des yeux, des calibres. 152 mm contre 88. « Encore un peu plus haut », chuchotait Volkov, cherchant la ligne d'horizon.
Ses mains, serrant le bord de la trappe, blanchirent. Pas de peur, et s'était pétrifié de tension. Il était devenu une partie du métal. « Feu !» cria-t-il, et il plongea brusquement, s'écorchant la peau sur les verrous de la trappe. Le coup partit au moment où le couvercle de la trappe n'avait pas encore eu le temps de se refermer. L'onde de choc s'engouffra à l'intérieur, frappant les oreilles plus douloureusement qu'avant. Mais nous n'y prêtâmes pas attention. Nous attendions le bruit de l'impact. C'était notre ultime argument des rois. Si nous manquions, l'Allemand nous achèverait dans les 10 secondes. Nous n'aurions pas le temps de recharger. Volkov tenait à peine debout, et le chargeur était complètement inconscient. Le mécanicien et le tireur étaient tellement contusionnés que du sang veineux sombre coulait de leur nez. À ce moment, nous n'étions pas des héros. Nous étions simplement des pièces usées d'un mécanisme fonctionnant à la limite de la résistance des matériaux. Mais la physique, contrairement à la biologie, ne connaît pas la fatigue. L'obus, quittant le canon, portait en lui une énergie qui ne dépendait pas de notre douleur. L'obus, lancé par le canon, sans instrument précis, à l'intuition et au calcul mathématique, s'écrasa dans la corniche rocheuse à 2 mètres de la chenille du 3e tigre. La fusée fonctionna instantanément. L'action explosive sur la pierre provoqua un effet de shrapnel. Des tonnes de gravillons tranchants et de gros éclats de basalte frappèrent le flanc de la machine allemande. Cela ne perça pas le blindage. Pour un flanc de 80 mm, les pierres ne sont pas une menace. Mais ce fut la dernière goutte dans la coupe de patience du métal allemand et de l'esprit allemand. L'équipage, assourdi, aveuglé par la poussière, ayant perdu le contact visuel avec la réalité, flancha. Sur les ondes, que nous continuions d'écouter à travers les crépitements des parasites, retentit un ordre court et hystérique en allemand. « Zurück! Allez, zurück !» En arrière. Tous en arrière. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était un calcul froid qui coïncidait enfin avec le nôtre. Le commandant de la compagnie de chars allemande, ayant perdu 2 machines ultramodernes sous le feu d'un ennemi invisible, réalisa l'impasse tactique. La route est bloquée. D'en haut tombent des montagnes. D'en bas frappe une artillerie capable de retourner les chars par onde de choc. Continuer l'offensive dans de telles conditions signifiait simplement gaspiller le matériel. Le repli commença. Mais sur un étroit lacet de montagnes, dont la largeur dépasse à peine celle de la coque d'un tigre royal, la marche arrière est une manœuvre d'ingénierie des plus complexes. La visibilité du mécanicien conducteur en marche arrière est pratiquement nulle. Il est aveugle. Ses yeux, c'est le commandant, qui doit se pencher hors de la trappe et corriger chaque mouvement des chenilles par l'interphone. Mais ce pencher était effrayant. L'air était encore saturé de poussière de pierre et de l'attente du prochain tir. Le 3e tigre, celui-là même sur lequel nous avions tiré le dernier obus, recula trop brusquement. L'embrayage multidisque fonctionna brutalement. La chenille droite, bourrée de boue et de neige mouillée, perdit l'adhérence avec l'asphalte. Le char dérapa. Son arrière, lourd, surchargé par le moteur et le blindage, fit une embardée vers le précipice. Les lois de la statique sont implacables. Le centre de gravité de la machine se déplaça au-delà de la surface d'appui. Nous vîmes cela aux jumelles. Volkov, titubant, sortit de l'habitacle sur le blindage, se tenant au bastingage pour ne pas tomber de vertige. Il porta à ses yeux ses vieilles jumelles de campagne, dont les verres avaient miraculeusement survécu. Le char ne tomba pas tout de suite. Il resta suspendu. La chenille gauche tournait désespérément dans le vide, projetant des mottes de boue dans l'abîme. La droite raclait le bord de la falaise, faisant jaillir des étincelles, essayant de s'accrocher au sol ferme. Le moteur rugit à plein régime. Le conducteur essayait de tirer la machine vers l'avant,
pour revenir sur la route. Mais la masse de 68 tonnes jouait contre lui. Le vecteur de la force de gravité tirait vers le bas plus fort que la force de frottement et la traction du moteur. Lentement, effroyablement lentement, le géant d'acier commença à glisser. Le grincement du métal sur la pierre était si perçant qu'il couvrait même le bruit du moteur. On aurait dit que la montagne elle-même gémissait de douleur. La tourelle du char tourna, comme s'il essayait de regarder où il tombait. Le canon raya l'asphalte, laissant un profond sillon. Puis, le bord de la route, sapé par nos explosions précédentes, céda. Un morceau de roche se détacha. Le Tigre bascula. Il se renversa par-dessus bord lourdement et maladroitement. Le choc contre la première saillie rocheuse en contrebas fut sourd, guttural. La tourelle fut arrachée de son chemin de roulement. Elle vola de côté, comme le couvercle d'une casserole. La coque continua sa chute, faisant des tonneaux, brisant les arbres, poussant sur la pente comme des allumettes. 5 secondes plus tard, il disparut dans le brouillard de la gorge. Encore 3 secondes plus tard, d'en bas, parvint le bruit de l'impact au fond. Un son semblable au soupir d'une énorme bête mourante. Et le silence. Les autres chars, voyant la perte de leur arrière-garde, accélérèrent la retraite. Ils reculaient prudemment, se serrant contre la falaise, craignant de subir le même sort que celui qui était tombé. 10 minutes plus tard, le grondement des moteurs s'éteignit. Ils étaient partis. Ils laissaient sur la route 2 monuments à leur défaite. Un char mort, dressé sur ses pattes arrière, et un tas de pierres sous lequel le second était enseveli. Le silence tomba. Ce n'était pas ce silence béni dont on parle dans les romans, c'était un vide sous vide, tintant. Il pesait sur les oreilles plus fort que la canonnade. Après 40 minutes de vacarme ininterrompu, de sifflements d'éclats et de rugissements de moteurs, l'absence de son était perçue par le cerveau comme un traumatisme. Dans les oreilles régnait un sifflement fin et aigu, conséquence de la contusion des nerfs auditifs. Volkov baissa les jumelles. Il se tenait sur le blindage de son automoteur, noir de suie, le visage semblable à un masque mortuaire. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas le tremblement de la peur. La peur est une chimie, elle passe. C'était la défaillance physiologique des muscles. Le glycogène dans les fibres musculaires était entièrement brûlé. Le système nerveux, qui fonctionnait à la limite de l'excitation, s'était effondré dans un puits d'épuisement. Il essaya de fumer, sortit une cigarette, mais ne put approcher l'allumette. Ses doigts n'obéissaient tout simplement pas aux commandes du cerveau. L'allumette cassa. La deuxième tomba. Il cracha et s'assit simplement sur le blindage froid, laissant pendre ses jambes dans la trappe ouverte. À l'intérieur de la machine, quelqu'un toussa. Le son était humide, lourd. « Vivant ?» demanda Volkov sans se retourner. La voix était étrangère, rauque. « Vivant, camarade commandant !» parvint d'en bas. Le mécanicien conducteur rampait dehors, avalant avidement l'air par la bouche, comme un poisson jeté sur la rive. De son nez coulait un filet de sang noir, mêlé de morve et de suie. « Y a que Vaska, le chargeur. Il n'a pas encore repris ses esprits. »« Il reprendra, » dit Volkov avec indifférence. « Il y a de l'oxygène, donc il vivra. » Il regardait la route. Le résultat de son travail. 3 chars. Un régiment de blindés lourds allemands arrêté par une seule machine et 4 hommes. Sans obus perforants, sans soutien d'infanterie, sans aviation. Rien que la physique, la géométrie et le calcul précis des vecteurs. En bas, dans la gorge,
La poussière retombait encore. Ça sentait le soufre et la pierre chauffée. Volkov ne ressentait pas de fierté. Il ressentait du vide. Comme si on lui avait retiré sa charpente et qui s'était transformée en sac d'os. Il regarda ses mains. Elles étaient noires, couvertes d'huile et d'écorchures. Les jointures de la main droite étaient en sang. Il s'était probablement cogné contre la culasse en chargeant. Il n'avait même pas senti la douleur. La douleur viendrait plus tard, quand l'adrénaline partirait définitivement. Pour l'instant, il n'y avait que la lourdeur. La lourdeur de la victoire, qui pèse plus lourd que la défaite. « Fin d'alerte de combat », dit-il dans le vide. « Coupe les moteurs. » Le diesel éternua et se tut. Maintenant, le silence devint absolu. Seul le vent sifflait dans les brèches laissées par les éclats sur l'habitacle, et le métal refroidissant craquait en se contractant. Ce son était le seul métronome comptant le temps d'une nouvelle vie que nous venions d'arracher à la mort et à la résistance des matériaux. Nous avions gagné ce pari d'ingénierie, mais le prix était élevé. Je regardais le visage du mécanicien. Il avait 20 ans, mais là, il en paraissait 40. La guerre nous vieillissait non par année, mais par surcharge. « Dis, commandant, » demanda doucement le mécanicien. « C'est vrai que tu les as eus par les mathématiques ?» Volkov le regarda d'un œil trouble. « Pas les mathématiques, » répondit-il. « La géométrie de l'explosion. Va jeter de l'eau sur Vaska. On a encore les chenilles à retendre. » La journée de travail était finie. La nuit de travail commençait. La guerre, c'est avant tout un travail. Un travail dur, sale, sans fin. L'état-major du régiment était installé dans la cave d'un hôtel autrichien en ruine. Ici, ça ne sentait pas le pain et la poudre comme au col, mais la soupe aigre, le tabac bon marché et les manteaux mouillés. L'air était vicié, lourd, enfumé jusqu'au bleu. Les lampes à pétrole fumaient, projetant sur les murs les ombres longues et saccadées des officiers d'état-major penchés sur les cartes. Le lieutenant-chef de la garde Volkov se tenait devant la table du commandant de brigade, se sentant comme un élément étranger dans cette agitation bureaucratique. Il était encore là-bas, dans les montagnes. Dans ses oreilles régnait un bourdonnement continu et fin, séquelle de la contusion du nerf auditif, que même les tampons de Watt n'étouffaient pas. Le visage du commandant de l'automoteur était gris de poussière de pierre incrustée dans les pores. Ses yeux étaient enfoncés, et ses mains, posées sur les coutures de sa culotte, tremblaient finement, trahissant un épuisement extrême du système nerveux. « Faites votre rapport, Volkov. » La voix du commandant de brigade sonnait sourdement, comme derrière un mur de coton. Le colonel ne levait pas les yeux de la carte, griffonnée de flèches rouges et bleues. Volkov humecta ses lèvres sèches. Sa langue semblait être du papier de verre. Mission de blocage du col accomplie. Mouvement ennemi arrêté. 3 unités de blindés lourds de type Tigre Royal détruites. Perte de l'équipage, 2 contusionnés. Le mécanicien conducteur a eu une rupture des ligaments de la main en manœuvrant les leviers. Matériel, le canon nécessite un remplacement du tube. L'érosion des rayures est critique. Le frein de recul a surchauffé, les joints ont fui. Consommation de munitions? Intervint le chef de l'artillerie, un vieil homme sec au regard inquisiteur. 12 grenades explosives, aucun obus perforant utilisé. Le silence tomba dans l'abri de l'état-major. Le crissement des plumes cessa. Les officiers levèrent la tête. 12 obus pour 3 chars lourds. C'est un excellent résultat. Mais la phrase « aucun obus perforant utilisé » sonnait comme une absurdité, comme le délire d'un fou. Contre des tigres? Avec des explosifs? Vous voulez dire, lieutenant-chef,
prononça lentement le commissaire politique en se levant du coin, que vous avez détruit des chars allemands dernier cri, ayant un blindage frontal de 150 mm, avec des obus explosifs, sans percer le blindage? Affirmatif. Aucune pénétration traversante. Le commissaire plissa les yeux. On lisait la suspicion dans son regard. Pour lui, la guerre était une affaire d'idéologie et d'instructions claires. L'instruction stipulait « Le char est détruit par un obus perforant en atteignant l'équipage ou en faisant détonner les munitions. » Tirer des explosifs sur des chars était considéré comme un gaspillage de munitions. Tirer sur des moineaux, frisant le sabotage. « C'est impossible », trancha le chef d'état-major. « On ne trompe pas la physique, Volkov. L'explosif va juste s'éclabousser sur le blindage. Ça rayera la peinture, brisera les périscopes, mais le char restera opérationnel. Ne nous racontez pas d'histoire. Peut-être qu'ils ont juste reculé et que vous les avez comptés comme détruits. Les fausses déclarations, c'est passible du tribunal. » Volkov se tut. Il n'avait pas la force de discuter. Comment expliquer à ces gens, assis au chaud, ce qu'est un choc hydrodynamique? Comment raconter la réflexion de l'onde de choc sur le basalte? Comment une machine de 68 tonnes saute comme si elle était piquée quand 48 kilos de TNT volent sous son ventre? Cela ne rentrait pas dans les paragraphes du règlement. C'était une autre guerre. Une guerre d'ingénieurs, pas de bureaucrates. « Les chars sont détruits irrévocablement », répéta sourdement Volkov. Le premier, destruction du train de roulement et du fond, équipage mort de barotraumatisme. Le deuxième, enseveli sous la roche. Le troisième, renversé dans la gorge. La route est bloquée par l'éboulement. Les Allemands ont reculé. « Renversé ?» redemanda le commandant de brigade, levant enfin les yeux de la carte. « Volkov, tu as toute ta tête? Tu l'as renversé avec quoi? Avec ton épaule ?» La situation s'envenimait. Le commissaire avait déjà ouvert son dossier, prêt à rédiger un rapport pour incompétence, ou pire, pour lâcheté et tentative de bluff. Volkov les regardait à travers le voile de la fatigue. Il s'en fichait. Il avait fait son travail. Il avait résolu le problème. Comment ils allaient formaliser ça, c'était leur problème. La porte de la cave s'ouvrit à la volée, laissant entrer un nuage de vapeur froide. Sur le seuil se tenait le chef des renseignements, suivi d'un photographe avec une sacoche mouillée. « Permission, camarade colonel ? Le groupe de contrôle photo est revenu. La pellicule est développée. »« Donne ça ici », fit le commandant de brigade d'un geste de la main. L'éclaireur posa sur la table des clichés noirs et blancs encore humides, sentant le fixateur. Le papier glacé s'enroulait sur lui-même. Les officiers se regroupèrent autour de la table. Premier cliché, gros plan. Le Tigre royal se tient au milieu de la route, extérieurement intact. Mais les chenilles sont déchiquetées, les galets retournés, comme mâchés par un géant. Et sous le ventre, un vide noir et brûlé à la place de l'asphalte. Les trappes sont ouvertes, mais personne n'est sorti. Matériel mort. Deuxième cliché, un tas de pierres, haut comme une maison de 2 étages. Seul le frein de bouche du canon dépasse, avec ses fentes caractéristiques. Le canon est plié en arc. C'est une tombe. Troisième cliché, le plus effrayant. Pris du bord du précipice, loin en bas, dans le lit de la rivière de montagne, gît la carcasse retournée, chenille en l'air. La tourelle gît à part, à une dizaine de mètres. Le ventre du char, tourné vers le ciel, porte une bosse caractéristique, comme s'il avait été frappé par un poing géant de l'intérieur. Le silence revint dans l'état-major. Mais c'était un autre silence, non pas sceptique, mais stupéfait. Le commissaire prit la photo du char retourné,
la porta à ses yeux, puis regarda Volkov. Dans son regard, la suspicion avait disparu, remplacée par quelque chose ressemblant à une terreur superstitieuse. « Comment a-t-il fallu frapper ?» chuchota le chef de l'artillerie en essuyant ses lunettes. « Pour mettre une telle machine, les 4 fers en l'air. C'est la physique, bordel !»« Résistance des matériaux », corrigea Volkov, « et dynamique des gaz. » Le commandant de brigade examina longuement les clichés. C'était un vieux soldat. Il avait marché de Stalingrad aux Carpates. Il avait vu des champs brûlés et du métal déchiqueté. Mais il n'avait jamais vu ça. Ce n'était pas un travail d'artillerie. C'était une intervention chirurgicale dans le paysage, utilisant un obusier lourd comme scalpel. Il comprit. Il vit non seulement les chars détruits, mais la pensée qui avait conduit à cette destruction. Une pensée froide, calculatrice, d'ingénieur. Le colonel contourna lentement la table. Il s'approcha de Volkov tout près. Le commandant du régiment sentait l'eau de Cologne chère et le cuir. Cette odeur contrastait fortement avec l'odeur de brûlé émanant du lieutenant. Le commandant tendit la main. Sa paume était large et chaude. « Je croyais que tu étais artilleur, Volkov », dit doucement le colonel, en regardant droit dans les yeux enflammés de l'officier. « Mais tu es un professeur, en fait. » Il serra fermement la main de Volkov. Cette poignée de main signifiait plus qu'une médaille. C'était la reconnaissance d'un professionnel par un professionnel. 12 obus, hocha la tête le commandant. 3 chars lourds, 0 pénétration. Il faut mettre ça dans les manuels. Pas dans la tactique, mais dans la théorie de la destruction des matériaux. Je sers l'Union soviétique, répondit Volkov d'une voix rauque. Écrivez la proposition, lança le commandant au chef d'état-major. Et pas pour la médaille du courage, pour le drapeau rouge. Et donnez de l'alcool à l'équipage, double ration, et dormir. Ne pas les toucher pendant 24 heures. Camarade colonel, Volkov vacilla, se retenant au bord de la table. Une question ? Parle, professeur. Il faut changer le canon. Il n'y a presque plus de rayures. On ne tiendra pas le prochain combat avec une telle balistique. Le commandant eut un petit rire. Dans ce rire, il y avait du respect pour un homme qui, tenant à peine debout de fatigue, ne pense ni à la récompense ni au sommeil, mais à la géométrie de son canon. Tu l'auras, ton canon, Volkov. Je surveillerai personnellement. On en prendra un neuf à la base de réparation. Va. Volkov fit demi-tour par l'épaule gauche, nettement, réglementairement, bien que ses genoux fléchissent. Il sortit de la cave étouffante dans la nuit froide des Carpates. Les étoiles étaient suspendues au-dessus des montagnes, brillantes et froides, comme des formules dans un manuel de physique. Quelque part là-haut, gisaient 3 monstres de fer, vaincus non par la rage, mais par la raison. Maintenant, on pouvait dormir. L'équation était résolue correctement. La réponse correspondait à la réalité. Ce combat au col des Carpates ne fut pas un point final dans la biographie de l'équipage, mais il devint un tournant dans la philosophie des brigades d'assaut. Notre Su-152, ayant remplacé son canon usé par un neuf, poursuivit sa route vers l'ouest. Il traversa la boue du Balaton, où les divisions blindées allemandes tentaient pour la dernière fois de briser l'échine de l'histoire, et termina sa marche sur les pavés de Vienne. Dans les combats urbains, où les distances se réduisaient à un jet de grenades, et où l'ennemi se cachait derrière les murs épais des bâtiments anciens, l'approche d'ingénierie du lieutenant-chef de la garde Volkov s'avéra non seulement utile, et devint le seul moyen de survie. Volkov ne cherchait plus les duels. Il cessa de percevoir la technique ennemie comme un adversaire égal. Après les Carpates, tout tigre ou panthère se transforma pour lui simplement en objet physique possédant une masse,
des dimensions et des vulnérabilités qu'il était possible et nécessaire d'exploiter. Il apprit à voir le champ de bataille avec la vision au rayon X d'un ingénieur. Si l'ennemi se cachait au coin d'une maison, Volkov n'attendait pas qu'il se montre. Il faisait s'effondrer la façade du bâtiment sur le toit du char d'un seul obus explosif tiré dans la poutre porteuse. Si l'Allemand s'enterrait, ne laissant que la tourelle, Volkov frappait le sol devant le parapet, provoquant un glissement de terrain qui aveuglait les instruments d'observation et bloquait la tourelle. Sa méthode, baptisée dans les cercles restreints « tir sous la coupe » ou « effraction par ricochet », ne fut jamais officiellement consignée dans les règlements de combat de l'époque. La bureaucratie militaire est une machine lourde. Elle n'aime pas les improvisations nécessitant une éducation technique supérieure. Écrire dans une instruction « tirer dans l'asphalte devant le char » aurait signifié autoriser des milliers de tireurs inexpérimentés à gaspiller des munitions en vain. Cette technique exigeait non seulement de l'audace, mais un sens absolu, presque musical, de la physique du tir. C'est pourquoi la méthode de Volkov se transmettait de bouche à oreille, comme un savoir secret, accessible uniquement aux anciens et aux maîtres du feu. Le soir, près des feux de camp, quand les moteurs s'éteignaient, les mécaniciens et les tireurs dessinaient des schémas sur le sol avec des brindilles, expliquant aux jeunes comment l'onde de choc s'est regardée sous la jupe des chattes allemandes. La guerre prit fin. Le grondement de la canonnade fit place au silence de la vie civile. Mais Volkov ne passa pas à la réserve. Il troqua sa combinaison noircie contre la vareuse d'un professeur d'académie militaire. Les années passèrent, les époques changèrent. Les chars devinrent différents. Apparurent le blindage composite, la protection dynamique, les télémètres laser et les calculateurs balistiques. Mais dans l'un des amphithéâtres du vieux bâtiment de l'académie, le temps semblait s'être figé. Ici, ça sentait la craie et le drap, pas le gazole et le brûlé. Les fenêtres donnaient sur un jardin calme où bruissaient les tilleuls et non les explosions de mines. Au tableau se tenait un homme âgé au visage dur, comme taillé dans le granit. Ses cheveux gris étaient coupés courts, et sur sa main droite, serrant un morceau de craie, on voyait de vieilles cicatrices blanchies, souvenirs de la culasse brûlante de l'obusier. Le colonel Volkov donnait un cours sur la tactique d'emploi de l'artillerie. Devant lui étaient assis de jeunes cadets. Ils étaient différents. Ils ne connaissaient pas l'odeur des cadavres en décomposition. Ils n'avaient pas entendu le grincement des chenilles d'un tigre allant à l'abordage. Pour eux, la guerre était une théorie, un paragraphe dans un manuel. Ils regardaient le vieil homme avec respect, mais sans ce tremblement qu'éprouvaient ses soldats en 1944. Volkov ne leur racontait pas d'histoire. Il n'aimait pas la prose de vétérans avec larmes et pathos. Il leur apprenait à penser. Sur le tableau noir, il ne dessinait pas de silhouettes héroïques avec des étoiles rouges, mais des diagrammes vectoriels secs. Les lignes blanches de la craie fendaient l'obscurité du tableau, montrant les angles de rencontre, les épures de distribution de pression et les vecteurs de dispersion des éclats. Retenez bien, sa voix, devenue avec les années calme et grinçante, résonnait distinctement dans l'amphithéâtre. Le char ennemi n'est pas un dragon qu'il faut tuer d'une lance en plein cœur. C'est une construction d'ingénierie, un ensemble de plaques d'acier soudées entre elles. Cette construction a une limite de résistance. Il y a des centres de masse, il y a des plans de tension. Il dessina le profil schématique d'un tigre royal, puis traça la ligne du sol, et ensuite, d'un mouvement brusque, il traça une flèche frappant la terre devant le char, et un éventail de vecteurs partant sous le ventre. Vous pouvez avoir le canon le plus puissant du monde, poursuivit Volkov en regardant les cadets dans les yeux. Vous pouvez avoir des obus à noyau d'uranium, mais si vous n'avez pas de tête, vous perdrez. Ce n'est pas le calibre qui fait la guerre, c'est l'intellect. Votre tâche
n'est pas simplement de tirer. Votre tâche est de créer des conditions dans lesquelles la technique ennemie cessera d'exister en tant que système. L'un des cadets, un excellent élève du premier rang, leva la main. « Camarade colonel, mais les chars modernes ont une protection anti-mine du ventre. Cette méthode est obsolète ?» Volkov sourit presque imperceptiblement. Des rides se rassemblèrent au coin de ses yeux. « Les chars deviennent obsolètes, cadet. Les instructions deviennent obsolètes. Les alliages de blindage changent. Mais les lois de la physique, elles, sont éternelles. La deuxième loi de Newton fonctionnait à Austerlitz, fonctionnait à Koursk et fonctionnera dans n'importe quelle guerre future. L'action est égale à la réaction. L'énergie ne disparaît nulle part. Si vous trouvez un moyen de diriger l'énergie là où la structure n'y est pas préparée, vous vaincrez. Il se tourna vers le tableau et traça un trait final sous la formule de calcul de l'effet explosif. La craie s'effritait dans ses doigts, tombant en poussière blanche sur la manche de sa vareuse, exactement comme s'effritait autrefois le basalte des Carpates. « Ne cherchez pas de solution frontale, dit-il, s'adressant non pas tant à l'auditoire qu'à lui-même, à ces ombres restées sur le lacet de montagne. L'attaque frontale est l'aveu d'une défaite intellectuelle. Cherchez la voie de contournement, cherchez le ricochet, utilisez l'environnement. La pierre, le béton, la terre, tout cela est votre arme, si vous savez la manier. » La sonnerie de fin de cours retentit sèchement, ramenant tout le monde à la réalité. Les cadets firent du bruit, rangeant leurs notes. Volkov posa la craie sur le rebord. Il s'essuya les mains avec un mouchoir. Dans ce geste, il y avait quelque chose d'achevé. Il avait passé le relais. Il leur avait donné son expérience, purifiée du sang et de la boue, transformée en pure logique cristalline. Quand l'amphithéâtre fut presque vide, le dernier cadet s'attarda à la porte. Il regarda le schéma resté au tableau. Ce vecteur étrange, illogique, mais mortellement efficace, frappant par en dessous. « Le blindage est solide, camarade colonel ?» demanda-t-il, se rappelant les paroles d'une chanson célèbre. Volkov regarda le schéma. Il se rappela cet instant où la carcasse de 68 tonnes avait bondi en l'air, vaincue par le calcul. Il se rappela le visage de son mécanicien. Il se rappela le silence après le combat. « Le blindage est solide, fiston », répondit le vieil ingénieur, et pour la première fois, de la chaleur perça dans sa voix. « Mais la physique, vous savez, est plus têtue que n'importe quel acier crupe. Étudier de matériel. » Il resta seul dans l'amphithéâtre vide. Dehors, le soleil brillait, le monde était vivant et complexe. Et sur le tableau blanchissait la formule de la victoire de la raison humaine sur la force brute. Volkov prit le chiffon et, lentement, sans se presser, effaça le dessin. Le secret cessa d'être un secret. Maintenant, c'était devenu de la science. Et c'était la principale victoire du lieutenant-chef de la garde Volkov. L'ingénieur qui avait prouvé que même dans l'enfer de la guerre, il y a une place pour le calcul froid et précis.